Aujourd'hui, nous allons découvrir ce que James Webb nous apprend de 3i Atlas, le mystérieux objet interstellaire qui est en train de traverser le système solaire. On discutera ensuite du Starship, des plans de Rocket Lab et d'une actualité fournie en Europe et en Chine. Allez, c'est parti, générique. Bienvenue dans DNDE, l'émission qui vous résume l'actualité spatiale tous les mardis à 18 h. Au début de l'été, un observatoire dédié à la défense planétaire a identifié le troisième objet interstellaire jamais détecté dans le système solaire. Il s'agit d'un objet qui s'est formé autour d'une autre étoile que le Soleil, qui a été expulsé d'une manière ou d'une autre, et qui a dérivé dans la galaxie jusqu'à croiser notre route. Il a été nommé 3i Atlas, d'après l'observatoire qui l'a découvert. Atlas a été détecté assez tôt dans sa phase d'approche, alors qu'il venait de croiser l'orbite de Jupiter. Il va continuer à se rapprocher du Soleil jusqu'à fin octobre, puis commencera à nouveau à s'éloigner pour ne plus jamais revenir. Différents observatoires se sont passés le relais pour en déterminer les caractéristiques principales. Hubble, SphereX ou Gemini. On attendait que James Webb se joigne à la troupe. Et c'est maintenant chose faite. Dans une étude en attente de publication, un groupe de chercheurs nous livre ainsi une analyse chimique assez complète de l'objet. Et cette dernière comporte une belle surprise. On y apprend ainsi que James Webb a détecté de l'eau, du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, et une molécule appelée oxysulfure de carbone dans la queue de la comète interstellaire. Car en effet, tout comme 2i Borisov avant lui, 3i Atlas se comporte comme une comète. Au fur et à mesure qu'il se rapproche du Soleil, sa température augmente et il dégaze les matériaux volatiles présents à sa surface. Ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas vraiment les espèces chimiques, mais plutôt leur ratio. Lorsqu'on a étudié Borisov, on s'est rendu compte que les ratios d'abondance entre les différentes espèces détectées étaient remarquablement similaires à ceux qu'on observe pour des objets nés dans notre système. Cela laisse imaginer qu'il vient d'un système aux propriétés assez similaires aux nôtres. Pour 3i Atlas, l'histoire est différente. James Webb nous apprend en effet que son ratio de dioxyde de carbone par rapport à l'eau est le plus élevé jamais détecté dans une comète. Cela indique que le cœur de la comète, l'objet solide qu'on trouve en son centre, est lui-même très riche en dioxyde de carbone. C'est un peu étonnant, mais pas non plus inexplicable. Plusieurs hypothèses sont ainsi déjà émises par l'équipe. Cela pourrait indiquer que 3i a subi des niveaux de radiation très importants, peut-être autour de l'étoile qui lui a donné naissance. Alternativement, cela pourrait être un indice de la région de son système où il s'est formé. Il pourrait venir de la ligne des glaces du dioxyde de carbone, un endroit d'un système où les températures sont suffisamment faibles pour que le gaz qu'on expire se solidifie. Sous cette forme, il aurait pu former une part importante du noyau de la comète. Enfin, la structure de la comète pourrait empêcher la chaleur de voyager jusqu'à son centre, là où doit se trouver la glace d'eau. Celle-ci ne s'évaporerait donc pas beaucoup, et cela expliquerait donc le ratio observé. Il faudrait donc noter plutôt une sous-abondance d'eau plutôt qu'une surabondance de CO2. Ce ne sont pas les seules analyses chimiques qui ont été faites de 3i Atlas. Des observations menées avec le VLT ont également pu mettre en avant la présence de cyanure et de nickel, et l'absence de détection de fer. Ce qui a encore donné lieu à un billet de blog de la part de l'astrophysicien américain Avi Loeb, qui a fait beaucoup parler de lui. Comme à son habitude, le professeur y voit un signe possible d'artificialité. Dans les comètes du système solaire, le nickel et le fer sont toujours détectés ensemble. Une signature où l'on voit le nickel et pas le fer sera plutôt attendue pour un alliage artificiel. Alors évidemment on connaît le bonhomme, il nous a déjà fait le coup avec Oumuamua. Son hypothèse d'un objet artificiel pour le premier objet interstellaire jamais découvert lui avait valu un petit moment de gloire. Et on est peut-être mauvaise langue, mais on a ici un peu l'impression qu'il cherche à reproduire la même annonce.
Quoi qu'il en soit, il a raison de souligner à la fin de son petit billet que les mois qui viennent seront riches en découvertes. En se rapprochant du Soleil, 3i Atlas va dégazer de plus en plus. Elle sera plus près de nous, plus active, et les détections seront donc de meilleure qualité. Malheureusement, il ne sera probablement pas possible de découvrir de quel système l'objet est issu. On ne sait pas depuis combien de temps il voyage, et de toute façon, les étoiles de la galaxie ont très certainement beaucoup bougé depuis son départ. On récoltera ainsi de précieuses données sur la chimie d'un système lointain, sans savoir duquel il s'agit. Atlas repartira ensuite vers d'autres étoiles en portant la trace de son passage auprès du Soleil. Ce qui rendra l'enquête encore plus complexe dans le cas très improbable où une autre civilisation croise un jour son chemin. Allez, il faut maintenant qu'on commence un petit tour du monde car il s'est passé énormément de choses ces derniers jours aux États-Unis, en Europe et en Chine. La semaine dernière, vous n'avez probablement pas manqué le vol d'essai numéro 10 du Starship. Je ne vais pas tout vous résumer car quelques jours se sont écoulés et il y a déjà du contenu à l'appel sur le sujet sur YouTube, mais dans les grandes lignes, c'est enfin une reprise des progrès pour SpaceX. Tout ou presque s'est bien déroulé. Super Heavy et Starship ont mené toute leur phase propulsive et sont même redescendus se poser doucement dans l'océan, tous près des points visés. Pour Super Heavy, un des moteurs centrales a été volontairement désactivé pour simuler une panne. Le booster a pu compenser sans problème et montrer donc ici une certaine résilience. La résilience est d'ailleurs probablement le maître mot de cette architecture. En effet, le Starship a lui aussi connu quelques mésaventures avec notamment une espèce de petite explosion dans la baie moteur au moment de la rentrée. Juste avant ça, il avait cependant marqué de jolis points avec 2 démonstrations enfin réalisées. La libération en quasi-orbite de simulateurs de satellites Starlink et le réallumage d'un moteur Raptor pendant 3 secondes. L'architecture semble ainsi prête à livrer des charges utiles en orbite basse. Les images qui ont fait le tour du globe sont celles de l'amérissage du Starship avec un ventre tout orangé parcouru de traces blanches. On sait maintenant que cette couleur est due à des tuiles expérimentales métalliques qui se sont oxydées. Les traces blanches sont pour leur part dues à l'emplacement où les tuiles avaient été retirées pour mener des tests. SpaceX annonce que presque toutes les tuiles collées ont tenu et l'entreprise semble donc avoir trouvé la bonne méthode pour les faire tenir. Malgré ça, il y a encore quelques progrès à faire. Un Raptor s'est éteint en phase ascensionnelle de Super Heavy et les dégâts subis par le Starship avant même sa rentrée ne sont certainement pas optimaux. Le vaisseau semble récupérable, mais est-il pour autant réutilisable ? Il y a encore un très long chemin à parcourir. SpaceX a cependant retrouvé la route du succès. On scrutera avec intérêt le profil du prochain vol d'essai. Ce sera peut-être l'occasion de tenter un objectif plus ambitieux. En plus de ce succès, l'entreprise a pu fêter la semaine dernière le 30e vol d'un booster de Falcon 9. L'étage 1067, qui avait fait son premier vol en 2021, a ainsi pu propulser des satellites Starlink et semble prêt à continuer sur sa lancée. La vision de SpaceX est donc largement validée et dépasse même probablement les espérances initiales. Cet unique booster a ainsi pu mener d'innombrables lancements de Starlink, 2 missions Dragon vers l'ISS, et même un lancement de satellite Galileo pour le compte de l'Europe. Aux États-Unis, il n'y a pas que SpaceX qui est à la fête, il y a également Rocket Lab. L'entreprise de Peter Beck vient de fêter le 70e lancement de sa fusée Electron. Une mission qui s'est bien déroulée et qui s'est accompagnée les jours suivants d'une annonce intéressante. Elle concerne Neutron, la prochaine fusée de l'entreprise. Cette dernière est très singulière avec sa forme trapue et son deuxième étage suspendu à l'intérieur du premier. Neutron sera en grande partie, mais pas entièrement, réutilisable. Elle a un peu de retard, mais pourrait voler cette année, ou peut-être en début d'année prochaine. Rocket Lab vient en tout cas d'annoncer que le pas de tir de ce nouveau lanceur est prêt. Baptisé Launch Complex 3 et situé sur l'île de Wallop, en Virginie, il va pouvoir accueillir la nouvelle fusée d'abord pour des phases de test, puis éventuellement des lancements. Rocket Lab va ainsi pouvoir franchir une étape importante qui lui permettra de décrocher des gros contrats et d'envoyer des charges utiles plus volumineuses. L'entreprise annonce un premier lancement pour la fin d'année, mais on va rester prudent et suivre le déroulement des tests. La nouvelle fusée de Rocket Lab intéresse déjà l'armée américaine, et si elle vole rapidement et prouve sa capacité de réutilisation, elle pourrait se faire une place au soleil. À voir si l'entreprise pourrait être compétitive sur les prix par rapport à l'indéboulonnable Falcon 9. Pour la suite, on verra également si Rocket Lab fait avancer son concept de capsule habitée qui avait été présenté voilà quelques années. L'entreprise ne travaille pas officiellement sur le sujet, mais elle a dit qu'elle se penchait tout de même dessus.
Je suis personnellement curieux de voir si un tel projet est toujours de mise. Avec son architecture très particulière, Neutron présente certains défis pour le vol habité. Et côté masse, on est certainement à la limite. Mais le vol habité a le vent en poupe, et pas qu'aux États-Unis d'ailleurs. En Europe, la capsule Nyx de The Exploration Company s'y prédestine aussi. Dans un premier temps, elle devra mener des vols de fret, mais si l'ESA, l'agence spatiale européenne, apporte son soutien, une version habitée a été évoquée. Aller en orbite c'est bien, mais il faut avoir quelque chose à y faire, une destination à visiter. En Occident, on n'a pour le moment pas trop le choix. La Station spatiale internationale est la seule destination active pour un vaisseau tel que Nyx. Et justement, le vaisseau vient de passer une première revue de sécurité pour les vols vers la Station spatiale internationale. La première étape d'une longue route avant d'être certifié pour un vol. La NASA et l'ESA ont passé en revue le design préliminaire du vaisseau et de tous ses sous-systèmes, et il semble pour le moment être satisfait. The Exploration Company espère faire passer à son vaisseau la phase 2 l'année prochaine, et il y aura encore une troisième phase à remplir dans un futur plus lointain. Pendant ce temps-là, chez Maya Space, on se prépare également à un premier vol de la fusée Maya. Cela passe par des tests de pressurisation de réservoirs qui sont allés volontairement jusqu'à l'explosion. Le 27 août, l'entreprise a révélé qu'elle venait de terminer une campagne de 6 mois qui a vu la pressurisation jusqu'à rupture de 15 modèles à taille réduite de ces réservoirs. Cela a permis de valider différents choix techniques, épaisseur des parois, type de soudure, passage de la tuyauterie, etc. Maya doit faire son premier vol en 2027 depuis l'ancien pas de tir de Soyouz, à Kourou. Ce sera le premier lanceur européen partiellement réutilisable puisque son premier étage sera capable de revenir se poser, façon Falcon 9. Encore un peu de patience et on verra donc des atterrissages verticaux européens. En Chine, ces ambitions existent également et à une toute autre échelle. Sur la fin d'année, on devrait voir au moins un lanceur tenter un atterrissage vertical. Et je ne serais pas surpris qu'il y en ait plus d'un. Seulement, tous les constructeurs de fusées ne veulent pas copier SpaceX. Et certains proposent des architectures franchement originales. C'est le cas d'Orion Space avec sa fusée toute trapue à ergol solide, qui est lancée depuis une barge aménagée. L'entreprise vient de lever l'équivalent de plusieurs dizaines de millions de dollars, ce qui va lui permettre de développer une fusée bien plus puissante, la Gravity 2. Bon, c'est là que l'entreprise revient à la réalité. Avec son nouveau bébé, Orion Space compte complètement copier SpaceX. Lanceur partiellement réutilisable avec 9 moteurs au kérosène au premier étage et qui vise une capacité de 25 tonnes en orbite basse. On a peut-être là la copie la plus parfaite de la formule SpaceX. Aux dernières nouvelles, Orion Space veut lancer ce nouveau bébé dès cette année, mais il faudra probablement plus tabler sur 2026. Après ça, la Gravity 3 devrait devenir une sorte de Falcon Heavy avec 2 boosters latéraux pour une masse mise en orbite de plus de 60 tonnes. Allez, comme d'hab, on attendra d'être un peu plus près de tous ces premiers lancements pour plonger plus profondément dans les détails. On peut en tout cas s'attendre à une fin d'année très riche en actualités, entre les vols d'essai du Starship et une ribambelle de nouvelles fusées chinoises. Et voilà qui boucle notre épisode d'actualité pour cette semaine. N'hésitez pas à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires, nous y répondrons dans une prochaine vidéo. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous jeudi pour un nouveau dossier de l'espace, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.